y a une chose, alors, pour répondre à votre question, avant tout, il ne faut surtout pas cérébraliser les choses. Hein. Je ne dis pas intellectualiser, parce qu'intellectualiser, c'est plutôt flatteur, mais il ne faut pas se torturer le citron, comme on le dit souvent à propos de certains enseignements. Comme disait Jouvet, vous savez, tout est suspect, sauf le corps. Il faut que tout passe après par notre instrument, puisqu'on est à la fois instrument et instrumentiste. Ça, c'est la chose essentielle. Si vous avez à enseigner un jour, c'est ce que je souhaite, c'est pour ça qu'on s'en parle, pour mieux comprendre ce que j'indique aux autres, revenez-en toujours à la sensation profonde, intérieure. Hein? Ça, c'est... Quand on arrive à l'exécution, au métier lui-même, oui. Bah, oui, bien sûr, parce que la respiration, c'est la clé de tout. Si vous voulez, si quelqu'un vous dit je veux faire du théâtre, il a ce qu'on appelle le feu sacré, et que rien, même si on le dissuade relativement à ce que c'est, que c'est une profession difficile, qu'il veuille absolument, et il aura raison, aller au-delà de tout ça, il faut d'abord s'assurer d'une chose, c'est ce que disait M. Dulin, ne faites pas de théâtre, je vous en supplie, si vous n'avez pas la passion du théâtre. Mais la passion, encore une fois, c'est pas l'exubérance ou l'excitation comme ça un petit peu. Bon, c'est beaucoup plus exigeant que ça. Il faut bien se mettre en tête que c'est un sacrifice, en quelque sorte. Hein. Il faut être prêt à ce que notre métier soit un sacerdoce, avec ce que ça entraîne dans la vie de rigueur, de culture, de lecture, de discipline, parce qu'il faut la passion, mais elle sert à rien, comme les dons ne servent à rien, s'il n'y a pas le travail. Et un travail, je me souviens, moi, dans mes premiers cours, dès mes premiers cours, on nous enseignait avant tout à faire comme les autres artistes. Les danseurs, même les étoiles, ils font encore 3 heures, 4 heures de bar par jour. Les grands chanteurs font leur vocalise. Bon. Alors que nous, déjà, les jeunes ne travaillent pas beaucoup. Alors après, on ne travaille plus du tout. On est à la course au casting et au cachet. Alors qu'il faudrait s'entretenir tous les jours par une technique, par des travaux techniques dont on découvre qu'ils sont en eux-mêmes déjà une interprétation, une sensibilité. Ça, c'est essentiel. Il faut vraiment sentir que celui qui veut aborder ce métier a en lui une volonté farouche qui fait qu'elle sera dominée, même sa passion, pour en arriver à un travail de soumission et qui lui donnera justement sa liberté. Ce que dit toujours monsieur Roland, trouver sa liberté au milieu des contraintes. C'est seulement si on s'impose un respect au texte, une connaissance technique de la diction, de tout ce que vous voulez, ou de diction si vous voulez, qu'on trouve justement sa liberté, que les choses circulent plus aisément. C'est parce qu'on est sûr de sa technique, ce que disait Yves Nat, oublier sa technique quand on joue, mais non pas l'ignorer. C'est parce qu'elle a été travaillée qu'on sait que ça deviendra une espèce de mécanisme sensoriel. Il y a une mémoire sensorielle pour le comédien qui fait qu'après on peut presque croire qu'il réinvente à l'intérieur de ses repères. Est-ce que ça vous paraît clair, ça? Parce que ce sont des notions, bien sûr, moi que je vous donne, fonction de ce qu'on m'a enseigné au gré des années, donc j'en suis l'aboutissement, si vous voulez, et comme je ne veux pas faire de b.a.-ba, en général, je plonge un peu les élèves tout de suite sous tout ça, quitte à les submerger, et puis après, avec le temps, ils le comprennent mieux. C'est Richard Berry, encore l'autre jour, qui me le disait, mais il n'est pas le seul. Quand vous nous disiez, mais moi, ce qui m'intéresse en vous, c'est pas ce que tu fais en ce moment, ce sont des prétextes, ce que tu feras demain, si tu tournes un film, c'est secondaire. C'est ce que tu auras fait de ta vie et de ta carrière dans 20 ans. Moi, je travaille sur vous pour dans 20 ans, pour que dans 20 ans, vous ayez pu vous reprendre en charge. Et ça, c'est un travail quotidien qui devient un plaisir extraordinaire, d'ailleurs. Alors, pour revenir à ta question, bien sûr, la respiration, c'est le souffle. La respiration, c'est la vie. La respiration, et ça c'est important, c'est pour ça que je vous dis ne pas intellectualiser, cérébraliser, c'est qu'on croit, un peu comme on croit qu'il y a la technique de ce côté-là, puis l'émotion de l'autre. C'est ridicule. Un peu comme on croit qu'on pense avec ça et qu'on sent avec ça. C'est faux. C'est la zone où on donne la vie, c'est la zone où on reçoit les chocs. Dans cette sangle abdominale dans laquelle on respire, on fait monter le souffle même par le dos, comme les batraciens, il y a des exercices à faire. Et si on respire bien, c'est là qu'il y a
la visualisation de la pensée, qu'il y a l'image sur laquelle on s'appuie. C'est ce que disait Jouvet, en commençant son fameux livre adressé aux comédiens. Écoute mon ami, la première règle qu'il nous donne, il faut penser ta sensation. Et on découvre que la pensée, en fait, elle est là. Puisqu'on fait un métier où on n'éprouve pas la chose au moment où on le joue. Justement, nous sommes des menteurs, c'est ça qui est extraordinaire. C'est un surcroît de volonté et de conscience qui nous fait imaginer ce que quelqu'un dans cette situation peut éprouver, ce que nous, on éprouverait dans cette situation, même si elle est loin de nous. Et cette conscience, M. Copeau disait, j'espère que vous me suivez, parce que c'est quand même assez difficile, il disait il faut en arriver à ce regard musical sur l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est vrai que si on est global, on est en relation avec cette zone là où ça circule, cette zone des sensations, c'est elle qui nous fait penser et qui nous fait respirer. Lors d'un cours, fait un parallèle justement entre le rapport entre le comédien et son personnage, Oui. et le bunraku, qui justement, est-ce qu'il ressent les sensations de son personnage, est-ce qu'il est au-dessus de son personnage? Ça c'est une question délicate parce que tu me la lances comme ça. Mais tu as raison, parce que c'est vrai que pour moi, avec les marionnettes de Salzbourg, pour d'autres raisons, ce sont nos maîtres. C'est à ça qu'il faut aspirer. Alors je vous le dis en 2 mots pour que vous les situiez, ceux qui ne savent pas. C'est très difficile d'ailleurs à expliquer parce que quand on ne l'a pas vu, ça paraît relever d'un défi. Les bunraku, c'est millénaire, ce sont des marionnettes japonaises. Claudel a écrit des choses sublimes là-bas quand il était ambassadeur justement au Japon. C'est une pièce japonaise qui sert de prétexte. Et alors, ça se décompose comme suit. Il y a la marionnette, qui est le personnage que les gens sont censés regarder comme ils regardent un comédien. Non. Alors, il y a la marionnette qui est de près de cette taille-là, un peu plus grande, ravissante d'ailleurs, faïence, costume merveilleux, etc. Et comme pour les marionnettes de Salzbourg, un peu moins. Tout joue. C'est-à-dire on peut animer une paupière, un cil, un doigt, le corps, le cou. Et c'est fait à la vue du public par 3 marionnettistes qui sont habillés en noir. 2 sont même cagoulés. Ce sont ceux qui s'occupent, je ne connais pas le détail, mais des membres inférieurs et d'un bras, par exemple, et le maître des marionnettistes, ce qu'on appelle là-bas, comme les grands acteurs au Japon, vous savez, il faudrait que je devrais être au Japon, et on m'appellerait trésor national vivant. C'est comme ça qu'ils appellent leur maître, oui, c'est vrai. Et alors, le chef des marionnettistes est en noir aussi, mais à visage découvert, et il fait tout ce qui est le visage, tout ce qui est le plus délicat, puis une des mains, je crois, je ne sais plus. On ne voit pas, on ne sait pas comment ils sont posés, c'est absolument extraordinaire. On finit par oublier les 2 qui sont complètement en noir parce qu'on regarde ce que fait la marionnette, alors qu'on a à côté de la marionnette, tiens, serre-moi de marionnette une seconde, c'est comme si la marionnette était là et la tête du marionnettiste est à côté. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est lui qui, par la volonté et la pensée, donne à la marionnette les expressions du sentiment qu'elle n'éprouve pas, puisqu'elle est en bois et en faïence. Et on ne voit pas sur son visage, à lui non plus. Il ne fait pas pour elle. Il a une surconscience. Il est au contraire, alors ça peut-être d'être japonais, bon, mais il a une impassibilité fabuleuse qui fait que lorsqu'on le regarde, il ne nous distrait pas de la marionnette qui est ici, ça nous oblige même à ne regarder que la marionnette, on l'oublie. On oublie qu'on est au cœur d'un triple mensonge. Et c'est parce qu'il est rassemblé par la volonté, sans éprouver lui-même non plus, il fait, lui, le rôle du comédien,
et il anime son personnage. Et nous, on est forcé de faire les deux à la fois, nous. On est le comédien et le personnage, mais en même temps. Donc vous vous rendez compte par quoi il faut être passé pour en arriver à ne plus vouloir que par l'intériorité, appuyée sur la respiration, sur tout le reste, penser la sensation, on en revient à Jouvet, de la marionnette. Et une fois qu'on a vraiment beaucoup pensé, c'est la respiration qui le montre ici, soit par une expression de visage, qui est le premier texte pour nous, soit par les mots. Alors ce que je vous raconte là, naturellement, ça paraît relativement théorique, surtout qu'au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, tout ce que je vous enseigne là, si on a bien travaillé avant, on n'y pense plus, ça redevient complètement naturel. Moi, vous me demandez à la seconde de jouer un certain sentiment, je ne vais pas vous dire, attendez, il faut d'abord que je descende ici, et puis il faut que je pense que je veux que ça donne l'expression que j'ai travaillée comme ça. Alors attendez, je reviens, je descends en bas, je respire, et puis, oui, j'en arrive en haut, et je fais bien, j'espère, s'il te plaît. Bon, ça finit par se faire naturellement. On nous dit, c'est en quoi les improvisations pourraient servir si elles n'étaient pas en général toujours mal faites, on nous dit à la seconde. Parce que le rôle du comédien, c'est de faire à la seconde où on lui demande une chose qui pour son personnage dure depuis des années, peut-être, en macération. Donc on nous dit, je dis n'importe quoi, tu es un pauvre malheureux qui supplie quelqu'un qui passe. Bon, et bien immédiatement, moi qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas besoin de le faire devant vous, s'il vous plaît. Et pourtant j'ai fait tout ce trajet, qui lorsqu'on l'élabore, dure des années de préparation, et puis des mois de travail, puis des semaines d'entretien, et puis des journées quotidiennes où on travaille tout ça. Car travailler sa technique, c'est aussi travailler, naturellement, sa sensibilité. Le comédien, je vous parlais tout à l'heure de lecture, ça c'est crucial. On n'est rien si on ne puise pas ce qu'on croit découvrir en nous, dans ce que des gens plus grands que nous ont écrit avant nous. On se retrouve en eux. Donc vous êtes censé vous retrouver et vous découvrir dans mes souvenirs personnels. Alors, il y a la lecture, bien sûr, il y a les expositions, tout ce qu'on veut pour s'enrichir esthétiquement, mais il y a aussi l'observation quotidienne, permanente, portée sur les gens, non seulement regarder les types, les caractères, mais écouter comment ils parlent, s'ils parlent juste ou s'ils parlent faux pour vous. Dans la vie, tout le monde parle juste, même le l'ivrogne, etc., il a la justesse de sa situation. Et c'est Madame Colette qui disait « Apprends à observer, apprends à connaître ». Observer, c'est aimer. Et oui, on en revient à la passion, à l'amour. Il faut l'amour de son métier, il faut l'amour de son travail, il faut l'amour de son personnage, même si on nous dit de jouer un personnage dont on n'aime pas le caractère, dont on n'aime pas ce qu'il dit. Ça n'a rien à voir. C'est le marionnettiste à visage découvert qui fait faire à sa marionnette une chose dont il ne partage peut-être pas l'idéologie. Ça supprimerait déjà toute une qualité de mauvais théâtre. Alors c'est pourquoi, pour revenir à ce que tu m'as proposé, effectivement, les bunraku, mais il faut les voir surtout, parce qu'après le spectacle, on se dit, mais c'est fabuleux, on ne perd pas conscience que c'est un comédien, si j'ose dire, qui le fait. Car le marionnettiste découvert est un sublime comédien. Et qu'est-ce qui m'a ému, bien que je sache que ce soit un mensonge, c'est la vérité qui passait sur le visage, ou dans les mouvements, ou dans le corps de la marionnette, le personnage. C'est pour ça qu'on est ce que ne sont pas les autres artistes. Ça devrait être beaucoup plus exaltant pour nous encore. On est à la fois donc instrument et instrumentiste. On a cerné des choses cruciales là. Le yoga, le hatha yoga, pour le comédien, est utile, mais c'est ce que vous faites tous les jours si vous faites les exercices que je vous enseigne, sans que vous sachiez qu'on peut appeler ça yoga. C'est pour prendre conscience dans la détente ou dans la tension de ce qu'ils sont l'un et l'autre. Vous voyez, on vous dit, mais sois détendu. Il ne faut pas non plus être avachi. Donc pour savoir quel est le degré de détente, on se tend au maximum, on dit maintenant détends-toi. Et on éprouve le bien-être de la détente, mais qui est encore une chose consciente, active. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire chez nous. On joue un personnage victime, c'est encore une action. On joue un personnage de violence, il faut savoir le maîtriser. Donc le yoga est utile
pour la respiration. Hein, parce que ça nous fait prendre conscience de notre sangle abdominale. C'est que la respiration, c'est pas une chose qui monte comme ça. Comme pour les chanteurs, il y a une note aiguë, on ne fait pas ça, une note grave, on ne fait pas ça. Il y a une homogénéité, il y a une horizontalité qui fait qu'on pense la note aiguë dans les notes précédentes et elles ouvrent ici le larynx, le pharynx, etc. Et les notes graves, on les situe ici devant. Bon, ben, la respiration, c'est pareil. La respiration, c'est ce qui nous fait penser, et la pensée revient à la respiration quand elle veut se compléter, s'argumenter, se contredire. Donc il faut bien éprouver la maîtrise, il faut être détendu, il faut sentir que les pieds, quand je pense qu'on utilise maintenant parmi toutes les inepties qu'on utilise en croyant par les Français, quand quelqu'un se trompe, on dit « tu te plantes ». On devrait le gifler, sinon le fusiller, puisqu'on n'a pas le droit. Un arbre est planté. Quand on se plante, quand on est bien sur ses pieds, quand on est planté d'aplomb, c'est qu'on a contact avec le sol, on s'enfonce par la pensée, on se crée des racines. Et si on est bien détendu et maître de son centre, c'est pour ça qu'on dit aussi les Chinois l'empire du milieu. C'est ici donc qu'on respire et qu'on pense. Ben, si on a les pieds bien posés, par des exercices qu'on peut faire tous les jours, hein, ça aussi c'est des exercices de décontraction, de possession de soi. On sent que la sève circule, on sent, comme on a dit à un élève l'autre jour, vous vous souvenez qu'il est malheureux, il n'arrive pas à comprendre, mais que ça veut dire respirer par les pieds. Eh bien, oui, on finit par sentir que la respiration vient de plus bas que nous, vient d'avant nous, en montant dans les jambes, elle détend les jambes, parce que les cuisses et les omoplates sont les choses, et les piliers ici, sont les choses qu'on a le plus tendance à serrer, à coincer. La sève monte, elle nous inonde ici. Regardez la respiration des batraciens, ou un chat, ou un chien, pendant qu'il dort. C'est ici que ça fait ça. Bon, une respiration globale, maîtrisée, elle monte tout le long de nous, et c'est ce qu'on appelle la respiration à 3 niveaux. C'est-à-dire qu'on ne respire pas d'ici, naturellement, ça c'est même pas du haut des poumons, car on ne respire pas pour parler. Ça voudrait dire qu'on sait qu'il y a ça dans la brochure. On ne parle que parce qu'on a pensé, qu'on avait envie de parler, donc respirer, ça s'ouvre ici, ça passe diaphragme, basse-côte, etc., jusqu'au haut des poumons, effectivement. En même la respiration, le souffle, s'il monte bien, nous épanouit, nous élargit, ça nous grandit d'ailleurs, ça décoince ici les piliers et ce souffle qui se transforme en timbre passe par la voûte palatine en la tapissant et elle n'a plus qu'à sortir complètement en accord avec la pensée. Mais là, je vous l'ai fait lentement. En principe, c'est je pense quelque chose. Et tout de suite, il y a, si vous voulez, le texte et l'écho de ce premier texte que vous entendez entre vous. Souvent, vous avez dû dire vous-même, je me parle à voix basse, je pense à voix basse. Bon, ça veut dire que même quand vous ne parlez pas, vous entendez votre pensée et elle forme des phrases. Et puis arrive un moment où vous avez besoin de la dire à un autre, quand il y a un autre, et vous la formulez. Bon, ben, si vous voulez, pour faire mieux comprendre encore ça, il ne faut pas confondre, ça c'est une image essentielle, la voix et le timbre. La voix, comme disait Mme Yourcenar, ça commence par les allées du silence. Vous êtes apparemment silencieux, mais ce n'est pas parce que vous ne parlez pas que vous n'avez pas de voix, que vous êtes muet. Bon. Donc vous pensez quelque chose, vous l'entendez à l'intérieur, c'est votre voix intérieure, c'est ce qui s'est passé pour Jeanne d'Arc, que je ne plaisante pas, et c'est comme ça que maintenant, depuis Jean Guiton et autres, il n'y avait peut-être pas des personnages qui arrivaient comme ça pour ceux qui ne croient pas et que ça fait rire, et qui disaient Jeanne, Jeanne, elle entendait la matérialisation de la voix de son âme. Donc c'est une chose qu'on n'aura peut-être pas le temps d'aborder, mais d'autre part, je dénie à tout artiste la dimension la plus grande qu'il puisse avoir, qu'il n'y a pas une part de foi en lui. L'intelligence, même si on a intérêt à ne pas être un imbécile, comme disait Maurice Barrès, ça peut être suppléé par d'autres choses, mais s'il n'y a pas une dimension
spirituelle, une dimension de foi. Je ne parle pas de religion, forcément. Hein. Ça ne dure pas très longtemps et on n'en parle pas des décennies après. Bon, c'est ça qui fait que quelqu'un reste lumineux. Mais je prends souvent cette image pour en revenir à ce qu'on disait de la voix et du timbre. Imaginez une sonnette à la porte de quelqu'un. Bon. Vous n'appuyez pas dessus, elle ne résonne pas. Puis vous avez besoin de faire venir la personne qui est à l'intérieur. Il y a un certain mouvement et vous entendez le timbre. Là, c'est exactement pareil pour nous. La voix est à l'intérieur, vous entendez la chose que vous êtes quelquefois forcé de garder pour vous. C'est pourquoi les silences au théâtre sont toujours nourris quand même. À ce moment-là, c'est l'œil qui exprime, je suis en train de penser quelque chose, vous voyez quelqu'un qui fait ça, et dans la vie, combien de fois à quelqu'un qui ne vous parle pas, vous dites à quoi tu penses? Parce que vous avez vu déjà sur le visage l'écho insonore de sa phrase intérieure. Et puis quand il vous répond, il appuie sur un inspire, comme on appuie sur la sonnette, et il traduit la phrase par le timbre. Vous voyez? Alors il faut travailler à la fois la respiration, il y a des exercices pour ça, qu'il faut faire tous les matins, des exercices tout simples où on prend conscience justement. On peut faire aussi la respiration alternée comme ça. On respire de là, on bloque, on vide par là et on respire par le même côté. Et on bloque, ça circule dans le cerveau, et on vide comme ça. Puis après on fait ça, c'est pour dégager les résonateurs qui sont importants pour le timbre, puisqu'il faut être dans la place de ces résonateurs qui sont ici, vous voyez, ce qui facilite aux gens de couleur le chant. Et vous voyez, tous les grands chanteurs travaillent toujours. Ça, on leur a reproché même quelquefois, alors qu'ils ont à traduire une chose terrifiante, d'avoir l'air de sourire parce que ils viennent faire résonner ici. C'est pareil pour la respiration. Il y a des exercices qu'on fait, je crois que Laurence Olivier préconisait, quand il a travaillé au Othello surtout, il voulait acquérir la voix de quelqu'un de noir comme ça, de le faire au sol, parce qu'on sent bien, on a tout le squelette à plat contre le sol, et on pense sa sensation, on visualise une partie de son corps, on envoie le souffle et la volonté, et pour que ce ne soit pas gratuit, que ce ne soit pas qu'un exercice, même s'il est heureux, tout exercice est déjà interprétation, vous voyez. Et c'est pour ça que quand on travaille ça, il faut essayer d'en arriver au timbre sur un texte que vous avez choisi, et vous vous servez de cet inspire que vous avez envoyé pour mieux contrôler l'élocution, l'articulation, la réaccentuation et au besoin le sentiment, puisque, comme le disait si bien Jouvet, la diction entraîne le sentiment. Vous commencez une pièce, vous avez fait tout le travail qu'il faut pendant toute une vie et 2 mois, mais à 9h05 quand on vous appelle, ou à 9h07 si on commence plus tard, il faut donner l'impression, l'illusion sublime aux gens que c'est pour de vrai. Alors qu'ils savent eux aussi que c'est un mensonge conscient qu'on va partager. Alors vous entrez par toutes ces arcanes, volonté, respiration, etc., possession de soi-même, maîtrise, dans votre personnage, vous appliquez les choses que vous avez travaillées, et puis, à force de les formuler, les ondes sont créatrices, elles vont jusqu'au public qui vous les renvoie. C'est la fin de ce poème sublime, vous savez, de Paul Valéry, une des plus grandes choses qu'on ait écrites, Palme, qui se termine, il fait l'apologie d'un individu parfait, pareil à celui qui pense et dont l'âme se dépense à s'accroître de ses dons. Il résume en 3 vers tout ce qu'on vient de dire. Pense, don, âme, etc. Tout est compris là-dedans. En définitive, oui, c'est ça qui est curieux, c'est que avant de penser à une quelconque interprétation, il faut uniquement se soucier du travail technique et de l'exécution. L'exécution, tu ne peux pas t'en soucier si tu n'as pas commencé non plus à travailler la pensée de ton interprétation sur le texte. C'est-à-dire que ce travail technique, c'est un travail quotidien, d'hygiène. Il faut consacrer, c'est ça que vous apprenez aussi moi à mes débuts. Maintenant, quand je vous dis ce que tu as fait tous les jours, un quart d'heure de ceci ou de cela, je vois des yeux s'écarquiller parce qu'un quart d'heure, ça vous paraît monumental et que vous le faites une fois de temps en temps. En valeur absolue, c'est honteux, c'est scandaleux d'ambitionner de servir un art
et de travailler autrement que les danseurs, les chanteurs et les instrumentistes. En principe, c'est tous les jours. D'abord, on est levé très tôt. Hein. C'est les méridionaux, c'est curieux, qui ont ce proverbe, la matinée est la mère de la journée. Si on se lève très tôt, on a déjà vécu une journée dans sa matinée, il reste une seconde journée à partir de midi. C'est pour ça qu'on a le temps de faire tout ce qu'on veut, plus on a de choses à faire. Donc on se lève très tôt, on a l'esprit serein, et on commence, justement, c'est la première hygiène, avant le café du matin, avant de se laver les dents, tout ce qu'on veut, on fait une bonne 20 minutes d'exercice respiratoire pour se décrasser. Et puis on ajoute à ça le travail d'articulation, de sonorisation, pour décrasser aussi, dans cette époque trépidante où on se met des trucs dans les oreilles, tout le monde, en tuant les canaux semi-circulaires, pour dégager tout ce qui peut l'être, pour faire circuler le frais, la conscience, retrouver dès le matin, ça tient lieu de prière, ça n'empêche pas de faire une prière, mais ça en tient lieu, c'est une action de grâce. Hein. On redécouvre qu'on a un corps, que dans ce corps circule une volonté, un esprit, et puis on fait à ce moment-là sa toilette si on veut, son petit déjeuner, et puis on en revient à un travail technique, bien sûr, mais qui est déjà une conception fidèle à l'auteur, ou bien parce qu'on apprend tous les jours. Tout le monde devrait pouvoir apprendre tous les jours pour entretenir la mémoire. Après, jusqu'à 90 ans, les gens se souviennent de ces choses-là, puis on apprend d'autres. C'est bien agréable. Quand il vous manque à 90 ans beaucoup de choses de la vie qu'on ne peut plus faire, il reste les essentiels, c'est-à-dire celles de l'esprit et de l'âme. Et on se dit des vers de Racine. À 102 ans, quand elle nous faisait travailler, j'ai vu Madame Simone pleurer parce que des élèves lui disaient très mal une scène de Racine. Et elle disait, mon Dieu, que c'est beau, comment peut-on écrire ça? Et elle enchaînait à 102 ans toute la tirade qu'elle savait par cœur. C'est ça le bonheur, c'est ça la vie. On a joui avant, tant que ça paraissait amusant, mais en sachant qu'on tendait vers ça. Sinon, il ne faut pas faire un art. Bon. Donc, on apprend tous les jours, c'est très possible. On se dit, tiens, j'apprends aujourd'hui une fable. Je la mémorise aujourd'hui. Bon, comme un exercice. Ou j'apprends un sonnet. Ou j'apprends un poème. On emmagasine comme ça sa lecture des sensations qui sont contenues dans toutes ces œuvres écrites par des gens merveilleux. Donc on se nourrit en même temps qu'on les formule, qu'on les apprend, de ce qui est dans les mots. On en parlait hier, vous vous souvenez, c'est Victor Hugo dans Postscriptum de ma vie, qui dit, j'ai découvert que format, le mot latin format, en fait veut dire beauté. Donc la beauté est dans la forme. Et ça nous rappelle que le fond est contenu dans la forme. Combien de fois une phrase nous frappe, on dit, oh, ce que c'est beau ça, et on la comprend 30 ans après, mais la forme nous a frappé parce que le contenu était essentiel et nécessaire de la part de celui qui l'a écrit. Donc, se gorger de belles choses, entretenir en soi, contrairement à ce qu'on essaye de faire de vous depuis 14, 15, 16 ans, 30 et un peu plus, vachir, bêtir, le langage, tous ces mots écornés, corchés, cette espèce d'argot qui n'a même plus de poésie. Il y a 3 mots de vocabulaire, et puis on parle comme ça, ouais, puis on parle vite, puis le petit-déj, et puis la part, etc. Que des comédiens utilisent ce langage, c'est honteux. Alors qu'ils sont faits pour rappeler aux autres qu'en s'exprimant d'une certaine manière, c'est toute une civilisation qu'ils servent. C'est l'âme de leur pays. C'est ce qui circule encore dans les textes. Pourquoi est-ce que 300 ans après, on arrive à faire des lectures, spectacles, ou à jouer des Molières, des Marivaux, etc. C'est parce qu'il y a cette langue, c'est parce qu'il y a le style. Et si on ne vit pas tous les jours, si on n'essaye pas à la hauteur de ce style, on n'est rien du tout, n'importe comment, on n'est rien du tout. Donc, quand on fait tout ça relativement à ce que font des danseurs ou des musiciens, c'est Georges Putoev qui disait « Ah oui, c'est difficile de vivre avec moi, je voudrais vivre très haut ». Et il l'appliquait, et il se sacrifiait en crevant de faim quelquefois. Et sa femme lui a enchaîné en sortant de scène. Mais est-ce qu'ils se rendent compte que c'est ma vie que je leur donne? Tout ça est un travail, que ce soit à travers une articulation grand grain d'orge, si c'est ça qu'on croit devoir faire. On peut le faire sur du Peggy ou sur du Baudelaire. C'est déjà entrer en relation avec le monde qui nous entoure, avec tout ce qui fait qu'on puisera dans cette universelle nature nos appuis de sensibilité. La sensibilité est déjà dans la technique, comme ce que disait Célibidac, ce génie, la fin est dans le commencement. Vous allez commencer à jouer une pièce, vous
partez de ce dont vous avez conscience qui en est l'aboutissement lumineux. Là, vous parlez du théâtre comme la manière dont on le vit personnellement comme une école de la vie. Et puis, une fois sur scène... Ah, c'est une école de la vie, ça tu as raison, oui. Et une fois sur scène, ben, tout le bénéfice est pour le public, grâce aux moyens. Ah bah bien sûr. Notamment le fait de porter, parce que le théâtre... Il faut projeter, c'est moyen, bien sûr. Mais ça, après tout, se fait globalement. Si tu es dans ta respiration, si tu as travaillé tes sonorités, ton articulation, etc., la pensée fait que ce que tu dis, c'est effectivement pour que ça parvienne à un autre. Si tu étais ici, au lieu d'être là, je te parlerais peut-être que sur ce ton-là, et tu m'entendrais. Comme tu es là, instinctivement, je donne à ma pensée la dimension de ce parcours, tu vois, mais sans ajouter un volume superflu. C'est ce qu'on appelle la puissance vocale. Si bien que ce que je vous dis là, si tout d'un coup on me disait, on va le dire demain dans les arènes d'Épidore, eh ben, on serait à Épidore avec ce que ça représente, je penserais que le dernier spectateur est là-bas, je ne ferais pas ça. Au contraire, je me rassemblerais d'autant plus en bas, j'élargirais ma sangle pour avoir plus de souffle en bas, et par la conscience, tout est dans la conscience, je lui parlerai comme ça, sans que ça change ma couleur vocale et sans que ça change la qualité de ma pensée. Bien sûr, tout est global. C'est pour ça, tout à l'heure, Thierry me disait le travail de tous les jours. Là, je vous ai dit vraiment les exercices, lecture. Dulin le disait, apprenez à lire, lisez tous les jours, avec un excès d'articulation même. Vous savez, il faut travailler au départ. Il y a ceux qui font travailler les dents serrées comme ça. Je trouve que c'est encore mieux avec le crayon qu'on met dans ce sens-là. Bien sûr, il y a des gens qui travaillent avec le crayon là. Bon, mais le crayon dans ce sens-là, t'en as un prêté. Merci. Je ne veux pas te l'abîmer, puis il sera célèbre. Ah. Je le tiens comme ça et je m'oblige, alors que ça n'est pas naturel, à articuler tous les sons, même les S, comme si je n'avais pas le crayon. Donc j'ai une conscience que je parle là, le long de cela, ce qui me conduit à l'autre, dont je veux me faire comprendre, et je sens que je commence à coincer ici. J'envoie un inspire, je décoince, il ne faut pas le faire plus vite. Je sens tout ce qui travaille ici, ça s'inscrit ici. Je sens que je muscle mes lèvres et qu'après, quand les sons sortiront, ils auront été formés ici et que les lèvres seront dociles. On n'articule pas avec les lèvres, on les muscle pour que, ayant articulé par la pensée, quand on arrive ici, on puisse parler sur le rythme qu'on veut et qu'on dise, mais enfin, c'est ça, qu'est-ce que tu me racontes, de quoi tu me parles là? J'ai parlé exprès plus vite, léger, mezzo voce, mais mes lèvres ont dessiné, par la volonté de ma pensée, à la demande, la chose qui avait été musclée. Donc tout ça, merci, garde-le précieusement. Tout ça, ce sont les exercices quotidiens, et c'est à vie, hein, à vie. On peut tourner un film, enfin n'importe quoi, on trouve toujours le matin, et ben on se lève 1 heure encore plus tôt, et on fait ces exercices pour être libre pour sa journée. Puis je vous dis, après c'est un plaisir, c'est une envie. Bon. Et puis, alors pour en revenir à toi, que ce soit en disant, tiens, je vais travailler sur telle chose, ou je voudrais passer au cours dans 8-15 jours, telle scène, ou je prépare tel rôle. Alors il y a d'abord la lecture, de bien s'imprégner. Et ça, en principe, si on est quand même un tout petit peu éduqué, bon, on sent dans quel style il faut que ce soit joué. On sent que Claudel est plus lyrique qu'un auteur de boulevard qui se parle comme ça. Bon. Mais on s'imprègne de ce style, de cette couleur, de cette respiration. On respire lyrique, comme ça. On respire boulevard, comme ça. L'appui est toujours le même, hein, mais c'est pour soindre de cette couleur. Bon, on se plonge dans l'œuvre. Et puis on la lit et on la relit pour que rien ne nous soit étranger de ce que l'auteur fait dire à ses personnages, de ce qu'il nous indique, de ce qu'ils sont. Parce que c'est là un de nos grands paradoxes. Monsieur Roland disait, l'art du comédien est, par sa manière de dire, de faire oublier le texte écrit. Il ne faut pas être des diseurs, des récitants, il ne faut pas bien dire un texte qu'on a appris. Il faut en arriver à
oublier la brochure et réinventer la pensée au gré des mots qu'on aura appris mnémotechniquement. En quelque sorte, je vous dis tout ce que je vous raconte là, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, le plus tôt possible, je vous le souhaite. Enfin, je pourrais à ce moment-là vous dire ce que disait Gide, ce génie qu'on méconnaît encore, à la fin des nourritures terrestres, où il s'adresse à Nathanaël, comme moi je m'adresse à vous. Vous êtes mes Nathanaël, vous êtes mes goélands. Maintenant, jette mon livre, ne t'intéresse en toi qu'à ce qui n'est nulle part ailleurs qu'en toi-même, et crée de toi, impatiemment ou patiemment, le plus irremplaçable des êtres. On apprend un texte, Oui. on ne doit pas se préoccuper du tout de la ponctuation. Oh! Merci de cette question, mais tu es folle. Oh, que tu as bien fait. Oh, mais il y aura encore d'autres choses comme ça dont on aura à parler. La ponctuation, j'oserais dire qu'elle est notre ennemie. Quand on joue, la ponctuation est une indication graphique, comme les barres de mesure dans une partition. Et parce qu'il y a une barre, on ne s'arrête pas entre chaque mesure. Bon. Donc quand tu lis, bien sûr, c'est la ponctuation qui t'indique le sens de ce que veut dire l'auteur. C'est ça le texte écrit. C'est ça l'intonation écrite. Et puis à force de le lire et de comprendre ce qu'il a voulu dire, qui n'est jamais qu'un code, écrit d'une manière ravissante quand c'est Giraudoux, très ennuyeuse quand c'est Beckett, ça me regarde que moi, il faut quand même le jouer de temps en temps. Tu pars de ce code qui te donne le secret de l'intérieur de l'œuvre, et puis après, tu dis maintenant, c'est à moi de le prendre à mon compte et de vous dire ce qui était de l'encre sur du papier. Je mets le texte debout, c'est ce que fait le comédien. Ce texte debout, c'est moi, et avec ma chair, mes souvenirs et tout ça, je vous raconte ce qu'on m'a dit qu'éprouvait ce personnage. Bon, donc tout ce que je vous raconte en ce moment, si c'était enregistré et qu'on l'écrive, il y aurait 2000 virgules, des points-virgules, des points, etc. Bon, mais je ne pensais pas en vous parlant que là, il y avait une virgule qui se glissait, que là, je mettais un point-virgule parce que ma pensée, etc. Tu vois? Ce qu'il faut retrouver, nous, avant l'écriture, c'est l'inspire de l'auteur, quand il a été investi par ses personnages. Cet inspire dont Cocteau disait, on n'est pas inspiré, on est aspiré vers le haut. Donc, toutes ces lectures, pour que rien ne soit laissé au hasard, je joue ce rôle, tel autre personnage dit ça de moi, mais c'est un personnage qui m'aime, donc est-ce qu'il n'est pas un peu partial? Ça, c'est un personnage qui ne m'aime pas, est-ce qu'il n'en rajoute pas? Tu crées ton personnage, tu le façonnes à travers toutes ces notions qu'on te donne. Rien que le fait de faire ce travail longtemps et de recommencer avec cette mémoire d'abord visuelle, puis cette mémoire auditive, bon, tu finis par l'apprendre, tu finis par savoir les mots sans t'être dit « Ah, il faut surtout que je retienne ces mots-là et que je le dise bien après, pourvu, je vais avoir peur du texte, je vais avoir un trou, je vais avoir le trac. » Si on travaille comme je vous le dis, il n'y a pas de trou. S'il manque un mot du texte, on le remplace par un mot qui nous vient, puisqu'on est dans la pensée. Bon, on ne sait pas ce qu'on va dire, on sait ce qu'on pense et à qui on parle. Bon. Pareil, si on est maître de tout ça, il n'y a pas de trac. Il y a une excitation heureuse à le donner aux autres, mais il n'y a pas ce trac qu'on appelle la peur. Oh mon Dieu, et que les gens entretiennent toute leur vie parce qu'ils s'imaginent que parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne s'imaginent rien du tout. Je n'ai jamais vu un comédien avoir peur et être au maximum de ses moyens. Il peut être convenable par l'expérience, par l'habitude, mais il n'a pas la grande liberté. Et puis à force de le travailler comme ça, bon, on fait entrer en jeu aussi l'imagination. Surtout, moi je vous parle des grands textes classiques, hein, dont il faut aller extraire en dépit de la langue, quelquefois archaïque, et même quand ils paraissent très clairs, ce que je dis souvent pour les misanthropes, ça paraît lumineux, on dit « Oh, c'est cartésien », sans savoir ce que ça veut dire. Et puis l'acteur qui commence à faire son parcours se dit « Bon, attends, c'est peut-être très clair. » Effectivement, la première fois que je l'ai lu, c'est très clair. Et maintenant que j'ai à m'appuyer sur des notions pour jouer la situation dramatique, qu'est-ce que je pense à ce moment-là? Puisque dans la scène d'avant, j'ai dit ça. Donc il y a eu tout un informulé. Et on travaille le sous-texte, c'est ce qu'on dit maintenant, de son personnage. C'est-à-dire qu'on fait son propre texte. C'est un grand secret pour l'acteur. On lit des choses, puis on se dit, bon, si ça m'arrivait à moi, il ne s'agit pas de tomber dans le trivial tout de suite, et pour avoir l'air plus juste, de dire, ah bah merde alors, qu'est-ce que tu me... Où il y a écrit un vers de Racine. Bon.
vaut mieux le faire avec quand même un langage plus châtié, puisqu'on aura à en arriver à un langage plus châtié. Mais en passant, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, dans telle circonstance? Puis on voit de quoi on a à se servir de soi. Ah bah oui, là, c'est vrai que je ressemble à ce côté coquet de mon personnage. Mais ce côté vindicatif, ça, je ne l'ai pas. Donc c'est une des choses qu'il faut que j'ajoute, à laquelle il faut que je pense. Et on dose tout en même temps. La qualité de son timbre, la qualité de ses regards, son mouvement. On crée tous ces appuis intérieurs. Et puis une fois qu'on est bien, si j'ose dire, possédé par son personnage, puisqu'encore une fois, détruisons les clichés imbéciles, quand les gens disent, les critiques surtout, puisqu'ils ne connaissent rien à notre art, oh, il est merveilleux, il est entré dans la peau de son rôle. Bon, ce que disait Jouvet, c'est une grande connerie, un rôle ni un personnage n'a de peau. C'est nous, justement, qui avons une peau dans laquelle on fait entrer l'idée virtuelle d'un personnage, et c'est nous qui devenons ce personnage, pour les gens qui nous regardent. Bon. Donc une fois que vous avez puisé le maximum dans ce qu'on croit être l'essentiel, l'écriture, bon, vous rejetez ça, vous y revenez de temps en temps. Quand vous dites, Jupiter dit un jour à tout ce qui est... non, le mot c'est quoi ah oui, respire. À tout ce qui respire, ouais, c'est gentil, vous voyez, vous avez marché. Alors que j'étais en train de faire l'imitation du travail, lorsqu'on se libère du texte, et que tout d'un coup il nous manque un mot, bon bah alors on vérifie si c'est le bon mot. Il vaut mieux dire le mot de La Fontaine, effectivement, surtout si ça rime. Mais avant, travaillez avec vos mots. Commencez à dire, la besace c'est pas Jupiter, il se trouve que c'est Jupiter, mais ça pourrait être n'importe qui a le don de dire à quelqu'un, écoute, je change tout ce que tu veux dans ta vie, si ça te plaît, ben on découvre que la personne se trouve très bien et qu'elle dope sur les autres. Si vous le travaillez comme ça avec votre texte, après il est facile de dire, Jupiter dit un jour à tout ce qui respire, venez comparaître de ma grandeur, s'il vous manque quelque chose, dites-le moi, on fait appeler le singe, on lui dit s'il y a quelque chose qui cloche, moi pas du tout, alors arrangez l'éléphant, parce que lui il est taré. Il n'y a qu'à remplacer 3 mots de ce que je viens de dire, et c'est la fable de La Fontaine. Comme ça pourrait être du Marivaux, ou ça pourrait être du Molière. Donc il n'y a pas à bien dire, ni à bien jouer les mots. Les mots, c'est l'arme de l'écrivain. Et ils peuvent être presque nos ennemis, comme la ponctuation, si on s'arrête à cette mémoire-là. Il faut en avoir extrait la substantifique moelle, comme dit Shakespeare, et puis après, ça y est, c'est entré dans la mémoire, c'est entré dans notre souvenir sensoriel, lui aussi. Notre imagination a inscrit tout ça, et après, c'est là que commence le travail d'alchimie, et vous le savez bien, ça se dit même pas, ça se précise au gré des années, selon ce que vous apportez de ce premier travail-là. Moi, je peux, puisqu'il est question de moi, façonner là-dessus, et par un langage, un enseignement qu'on a bien voulu qualifier de poétique, quasiment métaphysique, alors que c'est quasiment informulable, alors que ça paraît ne tenir à rien, un truc vu de l'esprit, je peux vous faire comprendre par une manière de cerner vos âmes, par une qualité de musicalité, vous ramener à vous-même et vous dire, eh ben, tu vois, ça, ce qu'il y a de divin dans cet enseignement, c'est que ce qui pourrait être une vue de l'esprit, ça serait bien que ça passe comme ça. En 5 minutes, si je vous dis, tu n'as qu'à réaccentuer ça, tu n'as qu'à mettre une préfinale ici, et je vous donne, parce qu'on me les a enseignés, les quelques 3-4 secrets de base qui font que la volonté de traduire des choses presque inqualifiables est récompensée parce que nos armes d'interprètes, de techniciens, nous en donnent les moyens. Alors ça, c'est un travail qui se fait pendant les répétitions pour un rôle, et puis qui se fait toute la vie. On prend la respiration de l'œuvre, le mouvement de l'œuvre, et en s'appuyant, je vous dis, sur des choses très simples. Bah, vous les connaissez, il y a la grande loi, situation unique, note unique. Ça veut dire que lorsqu'on est dans la même situation, quoi qu'on dise, on le dira avec la même inflexion. Comment? Avant de parler de la situation unique, note unique, est-ce que vous pourriez définir, parce que vous disiez tout à l'heure, les gens dans la rue, généralement, parlent juste quand ils sont entre eux. Donc, le travail d'un comédien, c'est de définir la situation dramatique dans laquelle il est. Mais exactement. Ouais. Si les gens parlent juste dans la rue, c'est parce ils n'analysent pas, puisqu'ils ne savent pas. Bon, ils ne savent pas qu'ils sont en représentation. Bon, ils sont forcément justes, puisqu'ils sont dans un certain état, et s'ils ont envie de dire
Ah, disons, alors aujourd'hui, que j'ai mal au foie, ils le disent pour traduire l'état dans lequel ils sont. Bon. Et nous, il faut qu'on réinvente ça. Si c'est un état qu'on n'a jamais connu, si c'est un état qui ne nous appartient pas, ou si c'est un état qu'on nous demande de traduire à un moment où ce n'est pas le vrai. Donc le travail sur la situation, ça se cerne, c'est l'essentiel ça, avec la respiration, c'est l'essentiel, la situation dramatique. On peut être un bon acteur, je ne parle pas de comédien, et ne pas jouer la situation. On peut être un acteur moyen et très bien jouer la situation, on devient presque un comédien. La situation, si on voulait la cerner, après c'est avec tout ça qu'on les trouve. C'est ce qu'il faisait dire à Giraudoux quand il travaillait avec Jouvet. Oui, mais la situation, avant tout, elle est dans la permanence du cœur humain. C'est vrai, c'est beau. Mais ça, pour un comédien, où est ma permanence du cœur humain? Bon. Donc, cerner la situation, et je vous donnerai un exemple que je donne quand on travaille la misanthrope. La situation, ça le dit, c'est la même étymologie, c'est l'état dans lequel on est. Dans la vie, on dit toujours, oh, je suis dans un état. Dans quel état? Oh, j'ai trop mangé, voir ce que j'ai eu peur, voir qu'est-ce que j'ai mal. Bon, on est dans un état, c'est tout. Et on poursuit quelquefois, en plus, ou non, un but. Ma situation, c'est d'empêcher tel personnage de me faire dire telle chose, ou de m'ennuyer, etc. Bon. Et je vous... Oui? C'est pour ça alors que vous faites travailler les fables? Ah ben avant tout. Bien sûr, bien sûr. Mais on va y rappelle-le-moi ça, on va y revenir tout à l'heure. Mais bien sûr, c'est la base même de tout enseignement. Mais rappelle-le-moi ça. Mais j'aime mieux vous donner avant un exemple purement dramatique, théâtral, parce que les fables, on pourrait croire que c'est un petit peu différent, alors que c'est la base du théâtre, du moment qu'on ne joue pas les personnages, vous me la rappellerez ça aussi, la situation. Vous savez, je donne toujours cet exemple-là, justement, de Jouvet, qui faisait, c'est Meyer qui nous l'a raconté, qui faisait travailler un élève la première scène du misanthrope, et il lui dit, quelle est la situation pour le comédien? À quoi tu penses à ce moment-là? À quoi tu penses? C'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux traduire? Dans quel état es-tu? À quoi tu penses? Et le garçon lui répond, ah ben, Alceste est un homme qui souffre beaucoup parce que son caractère... Non, 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 là je t'arrête, justement, ça c'est le caractère. Là tu me définis le héros qui pourrait être une photo simplement. Non, la situation. Eh ben, il était dans la rue avec son ami Philinte, et puis ils ont croisé un homme, Philinte lui a fait des grandes démonstrations, et puis après, il a dit, je connais pas qui est... Non, 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 non. Ça, c'est l'intrigue. C'est un moment de l'action. Ta situation viscérale, justement à cause du caractère qui est le tien, et de l'anecdote que tu viens de vivre, tu pourrais avoir Philinte. Il se trouve que tu arrives chez Célimène, et que Philinte te suit, et qui te dit, mais qu'est-ce que vous avez? Et bien tu lui réponds, merde. C'est tout. Ta situation, c'est de dire, je ne veux pas parler avec vous. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas parler avec vous. C'est tout ce qu'il y a à faire le comédien. En pensant qui il est, en pensant ce qu'il veut, en pensant ce qu'il vient de vivre, mais il ne nous dit pas tout de suite, moi qui suis un misanthrope et qui viens de voir ce qui s'est passé dans la rue, je vous dis que... Non. D'abord, la situation. Et petit à petit, parce que l'auteur a du génie, il nous amène à avoir besoin de donner les raisons, les arguments. Mais la situation, c'est uniquement ça. Accompagner, moi ça me paraît évident et ça a été lumineux quand on me l'a dit, alors que je cherchais justement à jouer la situation, alors je confondais avec être dans le coup, vous savez quand on dit dans le coup, où je ne le sens pas, je ne le sens pas. Ce à quoi René Simon répondait, j'ose le dire, puisqu'il nous enseignait par la verdeur, tu sens pas, je me te sentir, tu sens la merde, enfin, c'est tout. Il ne s'agit pas de sentir. Ah, je le sens, allons-y, tournons, tournons. Je le sens, ça y est, je le tiens. Les gens qui disent, je le tiens, mon personnage. Je le tiens. Et puis le personnage, il se carapate. Bon. Tout ça sont des notions. Mais ce qui fait que des gens, après, qui justement ne savent pas tout ça, vous disent, oui, mais ça, c'est la technique après, quand il faut jouer, après l'émotion, après. Ben, les deux sont réunis. Parce qu'un danseur vous dit, oui, ça, bien sûr, c'est une diagonale. Oui, ça, bien sûr, faut que je tienne debout. Oui, ça, bien sûr, c'est mes bras. Mais l'émotion, ben, l'émotion, elle n'est pas ailleurs. Elle est dans ton centre, elle est dans la diagonale, elle est dans tes pointes, elle est dans ton mouvement, elle est dans tes bras. Et on ne songe pas à dire que c'est une technique. On dit si, elle a plus ou moins une technique précise, solide, mais c'est parce qu'elle fait les gestes d'acte qu'une émotion se dégage de ça. Pour nous, c'est pareil. Et alors, ce qu'on peut dire aussi au service de la situation globale, quand on élabore un personnage,
les 3 questions auxquelles il faut répondre, vous allez voir que ça réunit en fait tout ce qu'on vient de se dire, et ça, c'est jouer la situation, plus le style après, qui je suis, où je suis, à qui je parle. Ça, c'est crucial. Alors le qui je suis, c'est le plus important, c'est le plus difficile, c'est le plus laborieux, c'est le plus complexe, c'est le plus long, c'est tout ce dont je viens de parler. Qui est mon personnage? Pourquoi? Il faut toujours se poser la question, on dit pourquoi? Pourquoi il dit ça? Il a besoin de se raconter. Monsieur Roland nous disait toujours, mais raconte-moi qui tu es, à travers l'exemple que donne le personnage. Donc, ne me joue pas les termes du procès d'Alceste, raconte-moi qui est Alceste pour qu'il parle de cette façon-là de son procès ou d'autre chose. Bon. Donc le qui je suis, c'est l'élaboration justement du caractère. Alors on pense à son éducation, on pense à sa provenance, on pense à son enfance, on pense à ce qu'il a fait la veille, on pense à... Comme quand on connaît quelqu'un et qu'on raconte pour dire qui il est, on dit bah oui mais vous savez quand il était petit, il a glissé sur une toile cirée, et puis après sa mère a divorcé, puis c'est un garçon qui a été comme ci, comme ça. Il faut savoir tout ça, il faut connaître le passé de son personnage. Il faut entrer en scène avec une mémoire de ce qu'a vécu celui dont on prend la place tout d'un coup. Alors ça, c'est le qui je suis. Le où je parle, ça c'est très important pour jouer une situation. Parce que à qui et où, et où est presque encore plus important, parce que où je suis, où je parle, ça veut dire que si je suis dans une toute petite pièce, et qu'à côté il y a quelqu'un qui ne doit pas entendre, ben j'essaierai moi de me faire entendre du public, mais en parlant comme ça. Je ne veux pas jouer cette scène-là en donnant de la voix. Je vais surveiller mon timbre, et je joue la situation, puisque je fais croire aux gens, même si le plateau est nu, que je suis dans un KGB. Par le seul fait que je parle comme ça, eux-mêmes s'étréciront. Donc, si je joue la même scène, au besoin, en plein air, comme on est là aujourd'hui, qui pourrait être un lieu exquis pour Perdican et Camille, je ne vais pas gueuler. Camille ne va pas être forcément de l'opposé de la rivière. Mais parce qu'il y a la nature, parce qu'il y a les arbres, tout ça, je ne vais pas lui dire, mais dis donc, je vais lui dire, mais qu'est-ce qui te prend? Tu vois pas que la nature autour de toi dément tes paroles? Et le public réalisera qu'il y a un plus grand espace. On donne de l'imagination au public. Il n'y a pas besoin de décors qui coûtent des milliards, pas besoin non plus de misérabilisme systématique, non. Comme disait Brasillac, après Lope de Vega, le théâtre, un plateau nu, 2 personnages et une passion. Et tout le monde y trouve son compte. Et les imaginations comme ça ne sont pas justement limitées. Et puis troisième chose, à qui je parle, même pour dire la même chose, si je dis vraiment n'importe quoi, ah, qu'est-ce que je me sens bien aujourd'hui? Non. Si on le dit à un personnage qu'on déteste et qu'on veut faire bisquer, on lui dit « Ah, je me sens bien aujourd'hui. » Sous-entendu, ça t'emmerde. Si on le dit à sa maman à qui on veut rendre grâce de se sentir si bien, on dit « Oh, qu'est-ce que je me sens bien aujourd'hui. » Si c'est à une maîtresse, on essaie d'y mettre encore peut-être un peu plus de volupté. Je me sens bien aujourd'hui. N'importe quelle phrase, selon la situation, peut être dite différemment. Les mots ne sont qu'un support, quand je vous disais qu'ils sont presque notre ennemi. Les mots traduisent ce qu'on est en train de dire, mais pas forcément la façon dont on le pense et dont on l'éprouve. C'est là que nous servent tous nos moyens techniques, qualité sonore, etc. Et ça, c'est jouer la situation. Être quelqu'un, et c'est ce que finissait par dire M. Dullin à la fin de sa vie, il prenait bien soin de dire quand on a travaillé, il ne parlait pas comme ça d'ailleurs, il parlait comme ça, mon petit. Quand on a travaillé pendant 30 ou 40 ans minimum, on se rend compte que c'est très simple ce métier-là. Tu me parles, je t'écoute, je te réponds. Et c'est vrai que c'est tout. On sait qui on est, on sait où on est, on sait ce qu'on vient de dire, on sait ce qu'on pense de l'autre. Il me dit quelque chose, parce que c'est lui, et que je suis dans un certain endroit, j'en pense quelque chose, et je lui réponds en fonction de qui je suis. Tu voulais me dire quelque chose? Quand la situation dramatique est définie, là, il y a ce que vous appelez situation unique, note unique. Alors, oui. C'est-à-dire que tant qu'on est... Vous avez ça dans la situation, là. Hein? Oui. Bon.
situations, il y en a 200 000. Bon, puisque dans un même rôle, il y a le caractère, il y a le personnage, mais même s'il éprouve le même sentiment, il n'est pas dans la même situation face à Philinte, ou face à Célimène, ou face à Arsinoé. Bon. Et ça, on entre dans la pure technique. Alors là, je dois rendre hommage avant tout à Madame Simone, un des plus grands personnages du siècle, qui savait, elle, justement, au lieu que ces notions restent comme ça, un petit peu vaines, un petit peu abstraites, elle était une de celles, plus que tous les autres, qui savait nous donner, ce qu'il ne faut pas avoir peur d'appeler le truc. Bon, je vous parle de truc pour les fables, on y reviendra. Tant qu'on est dans la même situation, et ça c'est ce qui se fait dans la vie. Quand je vous dis observer, distrayez-vous de la manière qu'est le personnage ou du vocabulaire qu'il utilise, ça parvient tout naturellement. Bon, vous allez le recevoir tel qu'il est et entendre les mots qu'il dit. Ça se fait tout seul, sans le travail de l'auteur en lui. Mais écoutez ce qui est en fait le langage de l'inflexion. C'est lié à ta question. On y reviendra après. Tant qu'il est justement dans la même situation, c'est-à-dire dans le même lieu, dans le même état, en train de parler à la même personne, il ne changera pas ce qu'on appelle sa note. Et note viscérale, hein, ce qu'on appelle la tonalité à la clé dans une partition. C'est-à-dire que s'il est en train de te dire « Mais qu'est-ce que tu m'emmerdes? C'est pas ce qu'a fait là que je t'avais demandé. Déjà hier, tu m'as fait le coup. Je suis emmerdé à cause de ça. C'était pas bon. Aujourd'hui, c'est très mauvais. » C'est cette note qui nous indique tout. Il ne fera pas, écoutez-le bien. Alors, il y a des gens qui parlent faux dans la vie, ça veut dire qu'ils mentent. C'est encore autre chose. Mais sinon, il fera pas. Mais qu'est-ce que tu m'emmerdes? Déjà hier, c'était mauvais. Alors aujourd'hui, c'est encore plus mauvais. C'est éventuellement un homme politique, oui, ou des speakers à la télévision. Nos vedettes du moment. Mais c'est vrai en plus, c'est la langue de bois. Quand on dit quelque chose, ou qu'on n'a pas écrit, ou dont on pense le contraire. Bon. Alors on dit, c'est intéressant la question que vous me posez, et puis on répond à une autre. Bon. Et alors c'est ce qu'elle appelait, mais ça frappe l'imagination. C'est de ça dont parle Richard Berry l'autre jour. Alors ne parlons pas de tous ceux qui l'ont appliqué presque immédiatement, les Dussolier, Huppert ou autres, pour avoir travaillé avec moi. Lucchini, plus que beaucoup d'autres. Situation unique, note unique. C'est-à-dire que, et je prends toujours le même exemple, puisque je l'avais compris grâce à Madame Simone, mais je l'ai réalisé davantage. Un jour, il y a toujours la chose qu'on comprend intellectuellement, qui vient un petit peu ici, et puis un jour, on la réalise. Un jour, on la comprend globalement. Comprend, prendre avec. On montait, je le raconte toujours ça quand je parle de Britannicus, on montait Britannicus à la classe d'ensemble, et Meyer faisait travailler une comédienne dans Agrippine, la première scène. Bon, petite tirade comme ça, et la comédienne, en croyant faire de son mieux, justement en faisant l'effort de paraître bien, et puis je veux être ému, et puis je veux émouvoir, et puis je veux que ce soit beau, et puis tout ça c'est fait par Racine. Bon, alors quand Albine lui dit, mais madame, il ne faut pas rester là, retournez dans votre appartement. Albine, il ne faut pas s'éloigner un moment. Je veux l'attendre ici. Les chagrins qu'il me cause m'occuperont assez tout le temps qu'il repose. Tout ce que j'ai prédit n'est que trop assuré. Contre Britannique et Néron, c'est déclaré. Et encore là, je le fais pas mal. Et il disait, mais ça y est, je m'en fous, j'écoute rien. Tu m'as parlé de 25 choses. Pourquoi? Pourquoi tu me parles? Qui es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Où sommes-nous? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es dans le même état, pour les mêmes raisons, tu penses la même chose. Appuie-toi, ta situation en l'occurrence, là, c'est presque de dire à Albine, ah, viens pas m'emmerder. Trouve ta note, trouve ton inflexion par ton texte à toi. Ah, viens pas m'emmerder. Et tu accroches sur cette note, Albine. Au lieu de m'emmerder, comprends qu'il ne faut pas s'éloigner un moment. Je veux l'attendre ici. Et là, vous êtes forcé d'écouter. Pour la bonne raison que les chagrins qu'il me cause m'occuperont assez tout le temps qu'il repose. Tout ce que j'ai prédit n'est que trop assuré. Contre Britannicus, Néron s'est déclaré. Non, viens pas m'emmerder. Je sais pourquoi je suis là. L'impatient Néron, elle dit quand même tout ce qu'elle a à dire. Et elle y pense. Cesse de se contraindre. Là, de se faire aimer, je veux se faire craindre. Britannicus le gêne, elle dit. Elle fait vite, bien sûr. Et chaque jour, je sens que je deviens importune à mon tour. C'est le dernier vers de la tirade. Et on nous enseignait, ce qui est miraculeux comme appui. Vous êtes dans la même situation à la fin de la tirade? Reprenez le premier vers et vous verrez que vous n'avez pas changé de note. Et à la fin de la tirade, on peut redire, donc à cause de tout ça, Albine, faut pas s'éloigner un moment.
c'est extraordinaire. C'est ça, parler juste. C'est pas parler naturel ou casser un texte. Au contraire. Ça, c'est la dispersion. Le style est dans le legato, dans le lien, dans la continuité de la pensée. Et se mêle à tout ça ce qu'on peut appeler, justement, vous savez ce que c'est une finale? Eh bien, il y a des pré-finales. C'est-à-dire que chaque fois que sur un mot, on peut préparer la finale qui suivra, personne ne se rend compte de ça. On dirait au public que pour établir un rôle, on a parlé de pré-finale, je ne sais quoi, il serait là, il ne comprendrait pas. Donc c'est ça la situation unique, note unique, surtout dans le théâtre classique, où on est dans la même situation quelquefois pendant assez longtemps. Toute cette première scène d'exposition d'Agrippine, à travers cette situation, mais qu'est-ce que tu es venu m'emmerder? Elle dit quand même tout ce qu'elle a à dire. Et puis si je te le dis, c'est que j'en suis sûr. Oui, mais ces jeunes années, ces jeunes années c'était peut-être ça, mais maintenant je sais ce que ça devient alors qu'il vieillit. Je me souviens du jour où j'allais me mettre sur le trône et il m'en a écarté. Non, non, je sais très bien pourquoi je suis là, qui je suis et de quoi je parle quand je te parle de ça, n'insiste pas. Et c'est ce que vous faites tous dans la vie quand on s'engueule, quand on veut persuader quelqu'un. Écoute, ne me dis pas ça alors que je te dis le contraire tout à l'heure. Oui, mais moi, mais ça ne s'agit pas de toi. Mon sentiment que je veux te communiquer dans la même situation à toi, c'est de te faire comprendre ça. Ce que tu me dis là est parfaitement futile. Peut-être, je ne te dis pas que je n'ai pas compris. Et de temps en temps, il y a des ruptures. Je l'ai compris hier, je t'ai vu, mais pas le contraire. Mais, et ça c'est ce qu'on appelle, pour qu'il n'y ait pas, et ça c'est très important aussi, pour qu'il n'y ait pas. Tout ça, vous comprenez, c'est inscrit sur les partitions des musiciens. C'est noté. Il y a justement les pauses, les demi-pauses, les silences, les soupirs, les dièses, les bémols, etc. Ça veut dire que tout d'un coup, il faut faire... Bon, il n'y a pas ça là-dedans. C'est nous qui réinventons la partition qui a été celle de l'auteur. Alors il y a ce qu'on appelle justement, pour que ce ne soit pas monotone ou monocorde, les ruptures, qui sont peut-être les deux, quelquefois en même temps, rupture vocale, rupture rythmique. Je vais vous faire comprendre, je suis en train de parler à quelqu'un, donc je lui dis, comme je disais tout à l'heure, écoute, mais ça c'est pas vrai, ça c'est faux, ce que tu me dis là n'existe pas. Bon, admettons. Tu l'as vécu hier. Mais quand je t'en parle aujourd'hui, je viens de faire une rupture vocale. Une rupture rythmique, c'est de casser aussi les choses. C'est de dire, par exemple, je ne sais pas, dans Beaumarchais, monsieur le comte, comme ça, vous êtes donné la peine de naître, rien de plus. D'ailleurs, homme assez ordinaire. Mais l'important, c'est d'être toujours, quand on fait une rupture, au haut de l'inspire. Là où il y a la balle, au haut du jet d'eau. Vous savez, vous êtes en train de dire des choses et quand vous sentez que vous avez besoin de souffle parce que vous n'avez pas fini de dire, c'est encore sensible, tout ce que vous avez à dire, vous faites ce que je viens de faire, ça ne s'entend pas autant que je viens de le faire, exprès, vous reprenez pour mieux continuer un inspire. Et c'est au haut de l'inspire qu'on prend des temps, par exemple, qu'on ne bloque pas en tragédie et qu'on n'a pas le hoquet tragique. Une mauvaise Agrippine dira, Albine, il ne faut pas s'éloigner un moment. Je veux. Et comme elle sait qu'elle a encore des choses à dire, elle respire au dernier moment, elle s'asphyxie. Alors que si elle est tout de suite en état d'inspire, Albine, il ne faut pas s'éloigner un moment. Je veux l'attendre ici. Les chagrins, ça ne se voit plus, bien sûr. Mais nous, on sait qu'on l'a fait. C'est ça qui se travaille pendant des années. Pour qu'après, on soit simplement dans l'état dont on sent quel personnage. Ah oui, je sais ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais on y revient là. Comme je vous ai dit, on attaque une pièce et puis on le fait par la volonté, etc. Mais, comme la diction, l'éloquence et l'aboutissement de ce que l'auteur et le personnage ont pensé, on peut être pas du tout dans le coup, comme disent justement les gens, oh, je ne suis pas dans le coup. Si on pense bien que ce qu'on raconte, on le dit bien pour celui qui nous écoute, on s'entend le lui dire et on est le premier spectateur-auditeur qui se persuade que c'est ça qu'il veut lui dire. Et à force de le dire, on finirait presque par l'éprouver réellement, tout en sachant que ce n'est pas tout à fait vrai. La diction entraîne le sentiment. C'est ce que disait Jouvet. Et ça aussi, c'est une grande loi. Et vous voyez, là, on pourrait croire que je vous dis encore des lois comme ça, ce qu'il est bon de ne pas perdre de vue, pour des jeunes comédiens qui voudraient faire ce métier-là, qu'ils comprennent d'abord qu'il faut travailler, qu'on n'a jamais fini, mais que cette exigence, cette ambition, il y a des moyens concrets pour traduire les choses et pour devenir effectivement un très bon comédien,
ça entraîne beaucoup de travail, mais c'est une assurance extraordinaire de se dire, je sais que si je fais ça, je suis fidèle au sentiment. Je sais que si je fais ça, je varie ma pensée. Ce sont quelques petites armes, vous voyez. On pourrait aussi ajouter la réaccentuation, qui est l'arme cruciale. Ça aussi, c'est Mme Simone qui nous en parlait. Réaccentuation, voulant dire, je vous donner un exemple, mais ayant plusieurs possibilités, la réaccentuation, avant tout, c'est de ne pas faire de faute de français par la profération des mots. Je prends toujours le même exemple parce qu'il est évident. Bon. Maître Corbeau, sur un arbre perché, on n'a jamais entendu que ça. Analysez la chose. Maître Corbeau, sur un arbre perché, l'arbre, il n'est pas perché. Si vous dites sur un arbre perché, qu'est-ce que c'est que cet arbre perché? Perché devient l'adjectif, tout simplement. Le qualificatif, non. Réaccentuation pour ne pas faire cette faute, mais minime. Je vais vous la souligner un petit peu, mais minime. Maître Corbeau, sur un arbre, perché, tenait. Voilà, c'est tout. Et entre deux comédiens aussi justes, aussi intelligents, bon, il y en a un qui n'est qu'acteur, parce qu'il ne réaccentue pas, et celui qui, sans que vous l'analysiez, vous fait dire « Ah, que c'est bien », c'est parce qu'il a réaccentué. Ça équivaut presque au toucher du pianiste, ça équivaut à la grâce des bras et du mouvement qui continue au-delà des doigts de la danseuse, la réaccentuation. Et vous voyez là, en même temps, je grossis les exemples. Après, on ne fait plus attention. Si je vous disais une fable là, ça vous paraîtrait ce qu'il faut. Banal, tout simple, quotidien, familier. Bon, j'exagère un petit peu le travail. C'est pas Maître Corbeau sur un arbre perché. Bon, c'est même pas Maître Corbeau sur un arbre perché. C'est, il y avait Maître Corbeau, vous entendez la préfinale, la note, en fonction de ce que je veux raconter. La base, c'est, et ça, il ne faut jamais l'oublier, vous voyez, comme la technique est indissociable de la situation. Méfie-toi des flatteurs, voilà ma note viscérale. Ne fais pas comme Maître Corbeau, qui est sur un arbre, perché, et qui te met. Maître Corbeau, préfinale, qui est sur un arbre, préfinale, perché, préfinale, tenait. Et on va au bout comme ça. Et si je vous le dis tout à fait normalement, parce que j'ai l'habitude, parce que tout ça est gravé là, je vous dis, fais attention aux flatteurs, fais pas comme Maître Corbeau sur un arbre perché, met dans son bec un fromage, Maître Renard par l'odeur alléchée. Je viens de faire 5 accentuations. Et non pas Maître Renard par l'odeur alléchée. Qu'est-ce que c'est que de l'odeur alléchée, hein? Alors la réaccentuation, excuse-moi, je reviens à toi Rachel, joue d'abord pour ça, pour la bonne compréhension, pour éviter les fautes de français, surtout dans ce langage classique qui jusqu'au début du 19e siècle, surtout au 17e, est écrit presque uniquement en interversion. Et oui, je viens du ciel réclamer la clémence. Bon, ben, si vous disiez je viens du ciel, non, il ne vient pas du ciel. Bon, donc tout le temps, il faut pouvoir dire je viens réclamer la clémence du ciel. Ben, ça, cette petite faute grossière à laquelle personne ne fait plus attention, vous pensez on en parle par petit-déj, bon alors on arrive là, mais c'est notre devoir, puisque je viens du ciel demander de la clémence, et une chose qui se comprend bien, comme ça, s'éprouve mieux. Et puis, qu'est-ce que tu voulais me dire? Justement, tout à l'heure, vous parliez de la réaccentuation, mais qui nous faisait aussi percevoir un sentiment. Ah ben bien sûr, je me doutais que c'était ça que tu allais me dire, engagé comme je l'étais moi-même, quand je vous ai dit la réaccentuation, avant tout, c'est ça. Bon, c'est très important déjà de faire comprendre par le mouvement, le dessin des mots. Et puis il y a la couleur qui se rapproche de l'interprétation. Le dessin, c'est l'exécutant. Puis après, on met la couleur et c'est le grand interprète. On ajoute le relief, la perspective, etc. Et alors là, les exemples sont plus difficiles. Oh, on en avait parlé, je ne sais pas si tout à l'heure ou hier. Par exemple, oui, c'est un des meilleurs. Le début de Perrette et le pot au lait. Vous connaissez la fable. Bon, il veut nous dire que même quand on fait attention, on n'est jamais assez vigilant et que nos désirs nous entraînent et que ce qu'on croit obtenir, tout d'un coup, ça s'écroule parce qu'on n'a pas été fidèle à notre envie. Et il prend comme exemple, vous savez, la laitière qui va vendre son lait en espérant des tas de choses et puis le lait se renverse. Mais ce qui est intéressant, par exemple, au début, je vais vous le dire sans faire à un certain endroit ce qu'il faut faire. On comprend les mots, bien sûr, on est dans l'approche de l'idée, mais ça ne s'inscrit pas, ça ne se grave pas en nous charnellement, avec plus de conscience et de compréhension physique.
Il y a donc Perrette, sur sa tête, ayant un pot au lait, bien posé sur un coussinet, prétendait arriver, déjà là, on va voir après, prétendait arriver sans encombre à la ville, légère et court-vêtue, et la bête à grands pas, ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats, notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée. Voilà ce qu'on entend sous ce. Bon. Je vais me faire mon texte en même temps que je vais vous dire la fable. Car c'est ce texte que l'on coupe après, mais qui donne le relief, et qui est remplacé par une réaccentuation. C'est là que la réaccentuation est un moteur de l'interprétation. Des choses que vous avez envie d'ajouter au texte pour mieux le servir, vous ne pouvez pas ajouter des mots, et bien c'est la réaccentuation et la qualité de cette réaccentuation. On est donc d'accord que Perrette, elle ne voulait pas tomber, hein, elle avait tout fait pour ça, Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait, bien posée sur un coussinet, hein, on nous indique qu'elle a vraiment pris garde. Prétendait, elle a dit en partant, je vais aller à la ville, j'aurai encore tout mon lait, je le vendrai, j'aurai tout ça. Bon, prétendait arriver sans encombre à la ville, bon, elle part, ça part d'un bon sentiment, on est d'accord avec elle, bon, légère et court-vêtue, pour ne pas se prendre les pieds, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, sciemment, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats, eh bien notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait. Notre laitière ainsi troussée, je ne rien dit, on peut le couper. Notre laitière ainsi habillée, on vient de le dire. Ce qui est important, c'est de faire comprendre que notre laitière, qui prétendait s'être habillée de manière à ce que ça ne tombe pas, eh bien, elle a commencé à cogiter, puis elle a sauté, puis il est tombé. C'est pour vous dire que même ceux qui s'imaginent avoir tout fait pour que ça ne tombe pas, ils ont cru le faire, ce que je viens de vous faire là. Ils ont cru le faire et ils ne l'ont pas encore fait assez. Notre laitière ainsi troussée, c'est pas crucial, quoique. Si vous dites notre laitière ainsi troussée, bon bah oui, notre laitière ainsi troussée, c'est ce qu'il y a dans le texte, effectivement. Si vous voulez mieux faire comprendre d'où ça vient et ce qui va suivre, c'est comme si vous dites aux gens, notre laitière, n'oubliez pas, telle qu'elle l'a voulu, hein, vraiment habillée telle qu'elle l'a voulu. Ça, je veux le traduire. Qu'est-ce que j'ai à mon service? Une réaccentuation. Notre laitière, ainsi troussée. Appuyée sur ma pensée, bien sûr, et mon expression de visage. Si je veux vous faire comprendre, je ferai... Bon. Mais la réaccentuation, et ça c'est un cas parmi des centaines d'autres, c'est un appui pour l'interprétation. Comment fait-on pour faire justement disparaître cette versification, le nombre de pieds, pour que ce soit pas ça, c'est bien, tu me demandes. Ça c'est absolument, enfin c'est enfantin, non, rien n'est enfantin. Tout est difficile, parce que ça va paraître simple. Il faut justement pas... il se trouve que c'est écrit en vers. Ça c'est l'auteur qui l'a voulu. Donc ça donne forcément, sa qualité d'écriture donne un style. Et même si tu files les vers comme ça, comme il faut le faire, régulièrement, il y aura la rime qui nous rappellera que ça chante. Il y aura une cadence, il y aura un mouvement. Toi, il ne faut surtout pas y entendre finesse, comme disait Marivaux à ses comédiens. Mais toi, tu ne sais plus quand tu joues, quand tu es le personnage, quand tu parais être le personnage, tu ne sais plus si c'est en vers, si c'est en prose. Tu sais qu'il y a des fautes qu'il ne faut pas faire, tout ça tu l'as travaillé techniquement, la versification, etc. Mais tu files ta pensée de la même manière. Et il y a l'écho de la forme de l'auteur derrière. Et tu as raison de parler de la versification. Quand je pense qu'il y a des gens en ce moment qui disent qu'il faut s'arrêter à la fin de chaque vers, il faut fermer son sens à la fin de chaque vers. J'ai entendu ça hein, au conservatoire de la part de certaines personnes qui en étaient soit directeurs, soit professeurs. C'est ce qui m'a fait fuir. Non, bien sûr, pas du tout. Il faut respecter un style. Il vaut mieux, quand on joue la tragédie, pas la jouer comme ça. Ce qu'ils font, eux, justement, en se traînant par terre. Il y a une tenue. Il y a une manière de concevoir la qualité de la respiration, le lyrisme, s'il est ample ou s'il est familier, etc. Mais sinon, on raconte pareil qui on est, puis il se trouve que ce personnage-là parle en vers. Bon, au lieu de parler en prose, mais ça a une même élégance. Il ne faut pas le souligner. Ce qui est important, très important, c'est qu'en ce moment, croyant révolutionner, parce que les gens font des choses en ce moment parce qu'ils pensent révolutionner ce qui se faisait avant, et comme ils ne savaient pas le faire, ils ne veulent pas savoir que ça existait, ils prennent le contre-pied. C'est pour ça que je les appelle les boiteux du théâtre. Ils prennent le contre-pied de ce qui se faisait sans eux. Alors, il y en a qui croient. J'ai vu une rodogune comme ça il n'y a pas longtemps, que assez extravagante,
Alors il croit en revenir à une diction qui veut qu'on montre, qu'on applique bien sur les vers une façon d'articuler toutes les syllabes, l'ampoulé, le solennel, bon c'est imbécile. Bien sûr qu'il ne faut pas dire oui, je viens dans son temple adorer l'éternel, naturellement. Il ne faut pas dire non plus oui, je viens dans son temple l'adorer l'éternel. Car ça justement c'est ce qu'on faisait, disons il y a 60 ans, quand certains d'entre nous et de mes maîtres sont venus pour rendre tout ça ni plus sobre, ni plus naturel, ça c'est l'impuissance, mais plus vrai, plus familier. C'était familier pour Racine d'écrire comme ça. C'était familier pour ces personnages de traduire la grandeur ou la monstruosité comme ça. Donc il faut s'appuyer encore une fois sur le sentiment, pareil, travailler le même. Et puis après on file les vers. Comme disait Marie-Belle, ne te soucie pas de savoir s'ils ont 12 pieds. Ils ont 12 pieds sur la brochure. C'est donc ce qui en fait la cadence, le mouvement, le nombre. Il y aura toujours cette musique-là. Mais tout d'un coup, quand tu dis bien les vers, et c'était déjà le cas de Sarah Bernard et même Second Weber, dont on a les disques, bon, eux qu'on croyait démodés, Marie-Belle que j'ai vue 100 fois, ils ne prenaient pas le soin de bien dire, quand ils parlent de La Fontaine ou autre chose. Ils racontaient ce qu'ils avaient entre eux. Elle ne disait pas en parlant à Hippolyte, mais fidèle, mais fier et même un peu farouche, charmant, jeune, traînant, non. Elle disait, mais fidèle, mais fier et même un peu farouche, charmant, jeune, traînant, tous les cœurs après soi. La cadence reste la même. Et elle nous disait, Marie, toujours, Marie-Belle, tu sais, les alexandrins, pour l'interprète, ils ont quelquefois 12 pieds. Ils en ont souvent 10 et demi ou 11. Et ça n'est pas une licence. Ça n'est pas les déformer, puisqu'on n'ajoute pas de mots. Il reste toujours la métrique, et autour de cette métrique qui est le style de l'auteur, nous on fait circuler la chair. Le théâtre est en voie de disparition, le vrai théâtre, le grand théâtre, celui qui faisait que les gens, toute provenance, métiers confondus, venaient écouter quelque chose pour se grandir, pour aimer le beau, le vrai, l'harmonieux. Bon, eh bien, c'est en train de disparaître. Pourquoi? Comment ça pourra réapparaître? Si vous, avec toute la difficulté que pendant au moins 10 ans ça a représenté, vous qu'on va rejeter des choses à la mode, vous dont on ne va pas accepter que vous vous imposiez si vite, etc., si vous n'entrez pas dans des compromissions, il faut tenir le coup, il faut que vous sachiez que vous tenez, non pas la vérité, mais ce que vous pensez être le meilleur, et être encore meilleur que meilleur, comme disait Madame Colette, et rien ne résiste à la volonté, on peut ce qu'on veut, même sur les choses. C'est l'espérance dont parle Peggy. Elle voit ce qui n'existe pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'existe pas encore et qui sera. C'est à vous fixer un but qui est le Christ voulait sauver le monde. Mozart voulait être le plus grand en musique. Et ils le sont devenus. Si vous ne vous dites pas en carrière solitaire, hein, ça c'est les stars, on s'en fout, même s'ils ont du talent, mais si en restant unis autour d'un même esprit, sans savoir comment au départ, on ne sait jamais comment on commence une carrière, comment on deviendra ce qu'on veut, si ça vous guide, vous y arriverez. Mais il faut le vouloir et vous n'avez pas assez conscience quand je vous dis ça. Je ne dis pas que vous croyez que je vous flatte ou que quoi que ce soit. Non. On attend tout de vous. S'il existe encore dans 10 ans un vrai théâtre comme je l'ai connu et comme je vous l'enseigne, ça ne peut venir que de vous.